34 milliards de dollars. Je veux que vous laissiez ce chiffre pénétrer dans votre esprit. 34 milliards de dollars de capital d'urgence ont été injectés dans le système bancaire ce matin. Et personne n'en parle. Les médias financiers grand public vous racontent que l'argent a chuté de 14% parce que la bulle a éclaté, parce que le marché était surchauffé, parce que les prises de bénéfices ont commencé. C'est un mensonge. L'argent n'a pas chuté parce que quelque chose ne va pas avec l'argent. L'argent a chuté parce que quelque chose ne va pas avec le système bancaire. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui s'est réellement passé. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Ce que vous allez apprendre ne sera dans aucun journal. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ce matin. À 6h30, heure de la côte Est, avant que la plupart des Américains ne se réveillent, avant que les marchés européens n'ouvrent vraiment, il y a eu une action coordonnée. Plusieurs grandes institutions financières ont reçu simultanément des injections de capital d'urgence. Le total, 34 milliards de dollars. Ce n'est pas une opération commerciale normale, c'est un sauvetage. Mais cette fois, pas pour une seule banque. Cette fois pour plusieurs institutions en même temps. Et que s'est-il passé au moment exact où cette injection de capital a été annoncée? Le prix de l'argent s'est effondré, de 79 dollars à 68 dollars. 14% en quelques heures. Vous pensez que c'est une coïncidence? Pas moi. Laissez-moi vous expliquer la connexion. Les banques qui avaient besoin de cette injection de capital d'urgence ont une chose en commun. Elles ont toutes des positions short massives sur l'argent. Une position short est un pari que le prix va baisser. Si le prix monte, la banque perd de l'argent. Beaucoup d'argent. Et le prix de l'argent a explosé ces derniers mois. De 25 dollars à presque 80 dollars. C'est une hausse de plus de 200%. Pour chaque banque avec une position short, c'est une catastrophe. Appuyez sur le bouton like si vous comprenez où cela mène. Laissez-moi vous montrer les mathématiques. Une position short typique d'une grande banque pourrait être de 50 millions d'onces. Avec une hausse du prix de 25 à 80 dollars, c'est une perte de 55 dollars par once. 50 millions d'onces fois 55 dollars. Cela fait 2 750 millions de dollars de pertes pour une seule banque. Maintenant, multipliez cela par plusieurs banques, par des positions plus grandes, par des dérivés et des produits à effet de levier. Vous arrivez rapidement à 34 milliards de dollars. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la somme exacte qui a été injectée ce matin. L'injection de capital d'urgence n'était pas là pour stabiliser les banques en général. Elle était là pour couvrir les pertes des shorts sur l'argent. Mais voici le problème. Vous pouvez couvrir les pertes. Mais la position short reste ouverte. Tant que la position est ouverte, les banques continuent de perdre de l'argent si le prix monte. Alors, elles devaient faire quelque chose. Elles devaient faire baisser le prix. Pas de 1 ou 2 dollars, mais dramatiquement. Assez pour créer la panique, assez pour liquider les positions longues. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au moment où le capital était sécurisé, les banques ont commencé à inonder le marché d'ordres de vente. Pas de l'argent physique. Elles n'en ont pas. Mais des contrats papier. Des milliers de contrats ont été vendus en quelques minutes. Le prix s'est effondré. De 79 à 75, puis à 72, puis à 68. Les ordres stop-loss ont été déclenchés. Les traders à effet de levier ont été liquidés. La panique s'est répandue. Et qui a acheté tous ces contrats que les petits investisseurs vendaient en panique? Les mêmes banques qui avaient causé le crash. Elles ont couvert leur position short à un prix beaucoup plus bas. Les 34 milliards de dollars, ils n'ont pas été dépensés pour couvrir des pertes. Ils ont été dépensés pour acheter du temps pour crasher le prix, du temps pour couvrir les shorts. C'est la vraie raison du crash d'aujourd'hui. Pas une bulle qui a éclaté, pas de changement fondamental, pas de découverte soudaine de réserves d'argent, mais une opération de sauvetage coordonnée pour des banques qui étaient du mauvais côté du trade. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit connaître la vérité. Laissez-moi parler des banques qui sont en difficulté. Je ne nommerai pas de nom parce que je ne veux pas risquer un procès en diffamation. Mais je peux vous montrer les schémas. Ces dernières semaines, plusieurs grandes institutions financières ont montré des activités inhabituelles. Premièrement, des changements soudains dans la structure du bilan. Si vous lisez les rapports trimestriels, vous voyez que certaines positions ont soudainement été reclassifiées. Des actifs de trading vers des investissements à long terme. De mark-to-market à hold-to-maturity. C'est un truc que les banques utilisent quand elles veulent cacher des pertes. Si une position est mark-to-market, vous devez afficher la perte actuelle chaque jour. Cela a l'air mauvais. Mais si vous la reclassifiez en hold-to-maturity, vous n'avez pas besoin d'afficher la perte jusqu'à ce que vous fermiez réellement la position. Tant que vous tenez, la perte n'existe pas sur le papier. C'est de la magie comptable. Légal, mais un signe de désespoir. Deuxièmement, activité accrue sur le marché repos. Le marché repos est là où les banques empruntent de l'argent à court terme. Du jour au lendemain ou pour quelques jours. Ces dernières semaines, nous avons vu des volumes inhabituellement élevés sur le marché repos. Certaines banques empruntent des milliards chaque jour. C'est un signe de stress de liquidité. Si une banque avait assez de capital,
Elle n'aurait pas besoin d'emprunter des milliards sur le marché repos chaque jour. Troisièmement, changement de direction et départ soudain. Ces dernières semaines, plusieurs gestionnaires de risque de haut rang dans les grandes banques ont démissionné ou ont été licenciés. Cela n'arrive pas par hasard. Cela arrive quand quelqu'un se voit attribuer la responsabilité d'un désastre. Ces trois schémas ensemble peignent un tableau clair. Certaines banques sont en sérieuse difficulté à cause de leur position short sur l'argent. L'injection de 34 milliards de dollars ce matin était la tentative de les sauver. Et le crash de 14% était l'outil pour permettre le sauvetage. Laissez-moi parler de la mécanique du crash. À 8h30 de ce matin, la pression de vente a commencé. Dans les 5 premières minutes, plus de 20 000 contrats à terme sur l'argent ont été vendus. 20 000 contrats représentent 100 millions d'onces d'argent. La production minière annuelle totale est d'environ 830 millions d'onces. Donc en 5 minutes, l'équivalent de 12% de la production annuelle a été vendu. Sur le papier. Vous pensez que quelqu'un a vraiment vendu 100 millions d'onces d'argent physique en 5 minutes? Bien sûr que non. Cet argent n'existe pas. C'était des contrats papier, des promesses de livrer de l'argent que personne n'a. Et c'est exactement le problème. Le marché à terme permet de vendre un nombre illimité de contrats, sans posséder le métal physique. C'est comme si vous pouviez vendre des maisons que vous ne possédez pas, vendre des voitures qui n'existent pas. Dans tout autre marché, ce serait une fraude. Dans le marché à terme, c'est légal. Et les banques utilisent cette légalité pour manipuler le prix. Elles vendent des millions d'onces d'argent papier. Le prix baisse. Elles rachètent. Le prix remonte. Rinse and repeat. Encore et encore. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, ce n'était pas juste de la manipulation normale. Cette fois, c'était une lutte pour la survie. Les banques devaient faire baisser le prix ou elles auraient fait faillite. Les 34 milliards de dollars leur ont donné un sursis. Mais ils n'ont pas résolu le problème. Laissez-moi parler des conséquences. Le crash d'aujourd'hui a détruit beaucoup de petits investisseurs. Des gens qui ont acheté à 60, 10 ou 75 dollars. Des gens qui tradaient sur marge. Des gens qui avaient des stop-loss qui ont été déclenchés. Ces personnes ont perdu de l'argent réel. Et cet argent n'a pas disparu. Il a été transféré aux banques. C'est une redistribution des richesses. Des petits vers les grands. Des faibles vers les puissants. Et c'est légal. Personne ne sera arrêté. Personne ne sera inculpé. Les régulateurs regardent ailleurs. Parce que les régulateurs sont contrôlés par les banques. Parce que les politiciens sont financés par les banques. Parce que tout le système est conçu pour protéger les banques. Mais voici la bonne nouvelle. La manipulation ne fonctionne qu'à court terme. Oui, ils ont fait baisser le prix de 14% aujourd'hui. Oui, ils ont liquidé certains traders. Oui, ils ont partiellement couvert leur position short. Mais ils n'ont rien changé aux fondamentaux. Le déficit d'argent est toujours là. 200 à 300 millions d'onces par an. La restriction d'exportation chinoise entre toujours en vigueur le 1er janvier. La demande industrielle du solaire, des batteries et de l'électronique continue de croître. La manipulation peut faire baisser le prix, mais elle ne peut pas changer la réalité. Et à long terme, la réalité gagne toujours. Laissez-moi vous expliquer pourquoi exactement 34 milliards de dollars. Ce chiffre n'est pas aléatoire, c'est le résultat d'un calcul précis. Les grandes banques doivent maintenir ce qu'on appelle des ratios de capital. Les réglementations Bâle III exigent qu'elles détiennent un certain pourcentage de leurs actifs risqués en fonds propres. Si leurs pertes augmentent, leurs fonds propres diminuent. Si leurs fonds propres diminuent, elles violent les réglementations. Et si elles violent les réglementations, des choses terribles se produisent. Les régulateurs peuvent intervenir. Ils peuvent forcer la banque à vendre des actifs. Ils peuvent fermer la banque. C'est le cauchemar de toute banque. Donc, quand les pertes des shorts sur l'argent menacent leurs fonds propres, elles ont deux options. Option 1. Réaliser les pertes et augmenter les fonds propres. Cela signifie émettre de nouvelles actions. Cela dilue les actionnaires existants. Le cours de l'action baisse. Les dirigeants perdent leur bonus. Personne ne veut cela. Option 2. Obtenir une injection de capital d'urgence et en même temps éliminer les pertes. Cela signifie obtenir de l'argent de l'extérieur et cracher le prix de l'argent pour rendre les positions short profitables. Devinez quelle option ils ont choisi. Les 34 milliards de dollars étaient exactement la somme nécessaire pour maintenir les ratios de capital pendant le crash. Ils ne pouvaient pas prendre moins parce qu'alors les ratios de capital seraient tombés sous le minimum pendant la manipulation. Ils n'avaient pas besoin de prendre plus parce que le crash a éliminé assez de pertes. C'était une opération chirurgicalement précise. Laissez-moi parler des dérivés. Les positions short visibles sur les contrats à terme sur l'argent ne sont que la partie émergée de l'iceberg. En dessous se trouve un marché beaucoup plus grand, le marché des dérivés. Options, swaps, produits structurés, positions synthétiques. Ces dérivés ne sont souvent pas visibles dans les rapports publics. Ils sont négociés bilatéralement, over the counter comme on dit, et ils sont massifs. Une banque pourrait avoir une position short visible de 50 millions d'onces, mais son exposition réelle à travers les dérivés pourrait être de 500 millions d'onces, 10 fois plus.
C'est pourquoi les pertes ont pu devenir si grandes si rapidement. Ce n'est pas seulement le marché à terme, c'est tout l'écosystème des dérivés. Et cet écosystème est si opaque que personne ne sait vraiment quelle est l'ampleur du problème. Pas les régulateurs, pas les analystes, peut-être pas même les banques elles-mêmes. C'est le risque systémique dont personne ne parle. Laissez-moi parler des interconnexions entre les banques. Les grandes banques ne sont pas isolées, elles sont entrelacées. La banque A a des dérivés avec la banque B, la banque B a des dérivés avec la banque C, la banque C a des dérivés avec la banque A. C'est une toile d'araignée. Quand une banque a des problèmes, elle entraîne les autres avec elle. C'est ce que nous avons vu en 2008. Quand Lehman Brothers est tombé, presque toutes les autres sont tombées avec. C'est pourquoi les banques sont sauvées. Pas parce qu'elles le méritent, mais parce que leur échec menacerait tout le système. Les 34 milliards de dollars aujourd'hui n'étaient pas seulement un sauvetage pour les banques concernées. C'était un sauvetage pour le système, car si une banque était tombée à cause des pertes sur les shorts argent, cela aurait déclenché une réaction en chaîne. Et cette réaction en chaîne aurait ébranlé le système financier mondial. C'est la vraie raison du sauvetage. Pas la compassion, pas l'équité, mais la peur de l'effondrement systémique. Laissez-moi parler des banques centrales. D'où viennent les 34 milliards de dollars? Ils n'ont pas été créés à partir de rien. Ou si, les banques centrales ont la capacité de créer de l'argent, littéralement à partir de rien. Elles appuient sur un bouton et un chiffre apparaît sur le compte. C'est comme ça que fonctionne la monnaie moderne. Et quand une grande banque est en difficulté, les banques centrales peuvent intervenir. Elles peuvent accorder des prêts d'urgence. Elles peuvent acheter des actifs. Elles peuvent émettre des garanties. Tout pour garder la banque en vie. Les 34 milliards de dollars aujourd'hui sont probablement venus d'une combinaison de sources. En partie d'autres banques qui sont intervenues. En partie d'investisseurs privés qui ont fourni du capital, et en partie, de manière cachée, des banques centrales. Les détails, nous ne les saurons jamais. Ces opérations se passent dans l'ombre, mais le résultat est clair. Les banques ont été sauvées. Le prix de l'argent a été craché, et vous avez payé la facture. Pas directement, mais à travers l'inflation que l'argent imprimé cause, à travers la perte de valeur de vos économies, à travers les prix plus élevés pour tout. C'est le prix caché des sauvetages bancaires. Laissez-moi parler du timing dans le contexte plus large. Pourquoi cela se passe-t-il maintenant, fin décembre 2025? Il y a plusieurs facteurs. Premièrement, la fin d'année. Les banques doivent présenter leur bilan à la fin de l'année. Les états financiers annuels sont audités. Les analystes regardent de près. Si les pertes des shorts sur l'argent étaient apparues dans le rapport annuel, cela aurait soulevé des questions inconfortables. Donc elles devaient agir avant la fin de l'année. Elles devaient éliminer les pertes avant que les livres ne soient fermés. Le crash d'aujourd'hui leur permet de terminer l'année avec de meilleurs chiffres. Deuxièmement, la semaine fantôme. Comme nous l'avons discuté dans d'autres vidéos, la semaine entre Noël et le Nouvel An est idéale pour la manipulation. Le volume est faible, la liquidité est mince, la surveillance est minimale. C'est le moment parfait pour une action coordonnée. Troisièmement, le catalyseur chinois. Le 1er janvier, les restrictions d'exportation chinoises entrent en vigueur. Les banques savent que janvier sera haussier. Elles savent qu'elles doivent couvrir leurs shorts avant. Les 34 milliards de dollars et le crash d'aujourd'hui étaient leur dernière tentative de le faire avant janvier. Laissez-moi parler de la réaction du marché physique. Pendant que le prix papier chutait de 14%, quelque chose d'intéressant s'est passé chez les négociants. Ils n'ont pas baissé leur prix de 14%. Si vous appelez un négociant aujourd'hui et voulez acheter de l'argent physique, vous constaterez que le prix a à peine baissé. Les primes ont explosé. Hier, la prime était peut-être de 3 $ au-dessus du spot. Aujourd'hui, elle est de 8 $ au-dessus du spot. Le prix spot est passé de 79 à 68 $, 11 $. Mais le prix physique n'est passé que de 82 à 76 $, 6 $. La moitié du crash a été absorbée par les primes. Cela montre que le marché physique ne croit pas le prix papier. Les négociants savent que le crash était artificiel. Ils savent que la vraie valeur n'a pas baissé. Donc ils maintiennent leur prix. Et les acheteurs? Les acheteurs achètent comme des fous. Les négociants rapportent qu'aujourd'hui était l'un des jours de vente les plus forts de l'année. Les gens voient le prix papier bas et sautent dessus. C'est exactement le contraire de ce que les banques voulaient. Elles voulaient de la panique. Elles voulaient des ventes. Elles voulaient que les gens se débarrassent de leur argent. Au lieu de cela, les gens en achètent plus. L'argent physique coule des mains des banques vers les mains des citoyens. Et une fois que l'argent est dans des mains privées, il ne revient pas. Les banques ont gagné une bataille aujourd'hui, mais elles perdent la guerre. Laissez-moi parler de la dimension internationale. Le crash d'aujourd'hui a principalement affecté le marché occidental. COMEX, Londres. Mais que s'est-il passé à Shanghai? Le prix de Shanghai a beaucoup moins baissé. Peut-être 5% au lieu de 14%. La prime a doublé. Hier, Shanghai était peut-être 10 $ au-dessus de New York. Aujourd'hui, c'est 20 $. Cela montre que le marché chinois n'accepte pas la manipulation. Les acheteurs chinois disent « Ce prix est faux, nous payons plus ». Et ils peuvent se le permettre parce qu'ils achètent du vrai métal, pour leur vraie industrie.
Les banques occidentales peuvent manipuler le COMEX, mais elles ne peuvent pas manipuler Shanghai. Et à long terme, c'est Shanghai qui déterminera le prix, pas New York. Parce que Shanghai est le marché physique, et New York n'est plus qu'un casino. Laissez-moi parler des parallèles historiques. 2008. Bear Stearns a eu besoin d'un sauvetage d'urgence. La Fed a arrangé une vente à JP Morgan. Qu'est-il arrivé au prix de l'argent? Il est passé de 21 à 9 $. Mais qu'est-il arrivé ensuite? Il est monté à 49 $ en 2011. La manipulation a retardé le rallye. Elle ne l'a pas empêché. 2011. La crise de la dette européenne a atteint son apogée. Plusieurs banques ont eu besoin de renflouement. Qu'est-il arrivé au prix de l'argent? Il est passé de 49 à 26 $. Mais qu'est-il arrivé ensuite? Les fondamentaux sont restés forts. Et aujourd'hui, nous sommes à 80. 2020. La crise du corona. Injection massive de liquidités. Des milliers de milliards de dollars ont été imprimés. Qu'est-il arrivé au prix de l'argent? Il est tombé brièvement à 11 $ en mars. Puis il a explosé à 29 $ en quelques mois. Le schéma est toujours le même. Cries, sauvetage, manipulation, crash. Et puis, reprise. Et nouveau sommet, cette fois ne sera pas différente. Les 34 milliards de dollars aujourd'hui sont comme les sauvetages de 2008, 2011 et 2020. Ils retardent l'inévitable. Ils ne l'empêchent pas. Laissez-moi résumer. Ce matin, des banques avec des positions short massives sur l'argent ont reçu 34 milliards de dollars de capital d'urgence. Au moment exact, le prix de l'argent a crashé de 14%. Les banques ont utilisé le crash pour couvrir leurs positions short, à un prix beaucoup plus bas. Les petits investisseurs qui ont été liquidés ont payé l'addition. Le marché physique n'a pas suivi le crash. Les primes ont explosé. Shanghai trade 20 $ au-dessus de New York. Les fondamentaux sont inchangés. Le déficit grandit. La Chine ferme les portes. L'industrie a besoin d'argent. Le crash était une opération de sauvetage coordonnée, pas un mouvement de marché organique. Et comme tous les sauvetages précédents, celui-ci n'achètera que du temps. La réalité s'imposera. Si vous avez tenu aujourd'hui, si vous n'avez pas vendu en panique, vous êtes du bon côté de l'histoire. Les banques sont désespérées. Et les actions désespérées sont un signe de faiblesse, pas de force. Tenez bon, la récompense arrive. Mais attendez, je dois aller encore plus loin. Laissez-moi vous parler des signaux que nous devons surveiller dans les prochains jours. Premièrement, les données d'inventaire du COMEX. Si les banques ont couvert leurs shorts, nous devrions voir une baisse de l'argent enregistré. Parce que quelqu'un a demandé la livraison. Si l'argent enregistré reste le même, cela signifie qu'elles n'ont fait que déplacer du papier, sans bouger de vrai métal. Deuxièmement, les rapports COT. Le rapport Commitment of Traders montre qui est long et qui est short. Si nous voyons que les shorts commerciaux ont été dramatiquement réduits, cela confirme ma thèse. Les banques ont utilisé le crash pour couvrir leurs shorts. Troisièmement, la prime de Shanghai. Si Shanghai continue de trader à 90 $ ou plus, pendant que New York est à 68, cela montre que le crash était artificiel. Le marché physique ne croit pas le prix papier. Quatrièmement, les primes des négociants. Les négociants savent que le prix spot est un mensonge. C'est la preuve ultime de manipulation. Laissez-moi parler de votre stratégie. Que devriez-vous faire maintenant? Premièrement, pas de panique. Le crash d'aujourd'hui n'était pas organique. Il était orchestré. Il ne change rien aux fondamentaux. Si vous étiez haussier sur l'argent hier, vous devriez être encore plus haussier aujourd'hui, parce que le prix est plus bas. Et les fondamentaux sont les mêmes. Deuxièmement, évitez l'effet de levier. Si vous avez été liquidé aujourd'hui, apprenez la leçon. Les banques peuvent crasher le prix à tout moment, sans avertissement, sans raison. Si vous êtes à effet de levier, vous êtes vulnérable. L'argent physique ne peut pas être liquidé. Les ETF sans effet de levier ne peuvent pas être liquidés. Les futurs avec effet de levier peuvent l'être. Choisissez vos armes avec sagesse. Troisièmement, achetez la panique. Les banques ont vendu aujourd'hui pour faire baisser le prix. Mais à long terme, elles achètent. JP Morgan a 750 millions d'onces. Ils en achètent plus. Si les banques achètent, vous devriez acheter aussi. Le crash d'aujourd'hui est une opportunité d'achat. Utilisez-la. Quatrièmement, pensez à long terme. Dans un an, personne ne se souviendra du crash d'aujourd'hui. Mais tout le monde se souviendra si l'argent est à 100 $ ou plus. La volatilité à court terme est du bruit. Laissez-moi vous parler de ce qui se passe ensuite. Le 1er janvier, les restrictions d'exportation chinoises entrent en vigueur. Le 2 janvier, les desks institutionnels reviennent de vacances. Dans les 2 premières semaines de janvier, nous verrons la vraie réaction. Les fonds de pension qui rééquilibrent, les fonds souverains qui allouent. Et cet argent ira dans la classe d'actifs la plus performante de 2025. L'argent. Les 34 milliards de dollars aujourd'hui n'ont fait qu'acheter du temps. Quelques jours. Peut-être une semaine. Mais ils n'ont pas changé la trajectoire. La trajectoire est vers le haut. Et rien ne peut l'arrêter. Laissez-moi terminer avec la leçon la plus importante. Le crash d'aujourd'hui n'était pas votre ennemi. C'était votre ami.
Il vous a montré à quel point les banques sont désespérées. Elles avaient besoin de 34 milliards de dollars. Elles ont dû cracher le prix de 14%. Ce sont les actions d'une institution en panique. Les banques savent qu'elles perdent. Elles savent que les fondamentaux sont contre elles. Et elles font tout ce qu'elles peuvent pour retarder l'inévitable. Mais elles ne peuvent pas le retarder éternellement. Le 1er janvier arrive. La Chine ferme les portes. La demande industrielle augmente. Les 34 milliards de dollars aujourd'hui achètent peut-être des jours, peut-être des semaines, mais ils n'achètent pas des mois. La réalité s'imposera. Et quand elle le fera, vous serez content d'avoir tenu, d'avoir compris la vérité derrière le crash. Tenez, achetez et attendez. La récompense arrive. Abonnez-vous à cette chaîne pour les mises à jour quotidiennes.